Première fois que tu vas au stade déjà? J'ai 11 ans, l'OM sort de D2 et je découvre une ambiance électrique, hystérique. L'époque tapis, ça devait être un truc de malade. Avec Tapi, il a commencé à avoir du succès, des victoires, des trophées. Et petit à petit, le virage s'est rempli. Parce qu'on disait quartier nord, quartier sud, virage sud. Tout le monde croit que je suis rentré dans la mafia, tu vois. Les mauvaises légendes, je vais pas me faire passer pour un saint non plus. Je fais partie des mecs qui aiment pas se laisser faire. Il y a même un article du Monde sur toi, celui qui fait couper les têtes des présidents de l'OM. Ah, ça c'est pas correct de leur part de l'avoir mis comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Il faut Marseille. Je vous rappelle le principe, toutes les semaines, je reçois une personnalité de la ville de Marseille, des personnalités de tout champ, de tous horizons, qui participent de façonner la ville de Marseille. Aujourd'hui, je vais recevoir Rachid Zeroual. Rachid Zeroual, c'est l'un des personnages les plus emblématiques du supporterisme à Marseille, puisque c'est le président aujourd'hui des South Winners. On va discuter de tas et de tas de sujets, bien sûr de l'OM, on va discuter du supporterisme, on va discuter de l'actualité du club, de l'actualité des groupes de supporters aussi. Cette émission, je vous rappelle qu'elle est disponible sur toutes les plateformes de podcast et elle est bien sûr disponible sur YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Rachid, ravi de te recevoir. Merci de me recevoir. Et je suis vice-président des Winners depuis 92. J'ai dit président. Vice-président alors. C'est vice-président, mais c'est pas grave. C'est vrai. Je rectifie quand même. Allez, on commence de suite alors, Rachid. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Je crois que toi, donc à titre personnel, supporter depuis toujours, donc tu es issu d'une famille ouvrière émigrée d'Algérie, c'est ça? C'est bien ça. Comment on arrive à devenir, donc pas président du coup, mais vice-président des South Winners? C'est quoi le parcours? En quelques mots, je te demande pas toutes les étapes, évidemment. Tu commences, première fois que tu vas au stade déjà? J'ai 11 ans, c'est mon bof qui m'y amène. L'OM sort de D2. Et je découvre une ambiance un peu électrique, hystérique, un peu... Donc quelle année? 91 à peu près. 81, excuse-moi. 81. 81, okay, j'ai 11 ans, quoi, 10-11 ans. Après 81, donc il y a quelques années, jusqu'à 93, tu as les belles années qui arrivent. Fondation des South Winners 87. Ouais, c'est exact, ça 87. Et après, donc tu as les belles années, donc là tu étais déjà au South. Création de l'association des Amis du Virage Sud 92. Ouais. Okay. Voilà, et c'est là où je deviens vice-président. Parce qu'à l'époque, c'est Tapi qui nous y a un peu forcé parce qu'il voulait aider les supporters marseillais, il voulait faire contribuer les groupes dans la vie de tous les jours du club et il voulait qu'on participe un peu à tout. Et des fois, quand il nous sollicitait ou quand il voulait qu'on soit représentatif de Marseille à l'extérieur, il nous aidait financièrement. Et sauf que financièrement, il fallait se déclarer parce que il nous aidait, mais avec la caisse du club et des fois personnellement. Alors qu'il pouvait nous aider, le déclarer en toute honnêteté, nous dire voilà, vous êtes des fidèles, moi je vous garde avec moi, suivez-moi. Il nous offrait même une trentaine de cartes d'abonnés qu'on se départageait avec les ultras et les fanatiques. Parce que 84, 86, les ultras ils arrivent en virage sud. Nous on est en 87 dans les secondes nord, Ghané. On débarque en 3-4 matchs après, au virage sud, c'est les Ultras qui nous y ont conviés. J'étais pas là, mais je connais l'histoire. Et par la suite, moi j'ai débarqué, j'ai raté les secondes. Je suis arrivé au virage sud quand les Winners s'installent au virage sud. Ok. Là, c'est les années, donc supporterisme, j'imagine, l'époque tapis, ça devait être un truc de malade, non, en termes de supporterisme? Ça a changé déjà? C'était mieux avant ou pas particulièrement? On était beaucoup moins. Dans un phénomène, on est beaucoup moins. On apprend vite à savoir qui est qui. On se côtoie, on se tutoie, on sympathise rapidement. Mais après, avec Tapi, il a commencé à avoir du succès, des victoires, des trophées. Et petit à petit, le virage s'est rempli. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, le virage sud était vide. Et c'est Tapi qui, pour relancer le virage sud, parce qu'on disait quartier nord, quartier sud, virage sud. Et le virage sud, moi, petit, je le voyais fermé.
il était constamment fermé. Pour des causes financières. Ils n'avaient pas assez de moyens pour ouvrir ça. Et Tapi, quand il est arrivé, il a dit non, il a vu les Ultras, il leur a dit je vous propose d'aller animer le Virage Sud, et il les a laissés s'installer là-bas. Et après, quand nous, on s'est créé en 87, les Ultras, ils sont venus dire aux Winners, on vous convie avec nous. Et quand les Fanatiques, en 88, pareil, au second de Nord, gagné, ils les ont conviés. Ils nous avaient demandé à nous, les Winners, si ça nous faisait rien de faire venir les Fanatiques. Et on a accepté. Et par la suite, ça a fait les supporters phocéens en Virage Sud. Et la communion des trois groupes ont créé ce qu'on est devenus tous maintenant. Et ce qu'on représente. Et ce qui a fait que je me suis retrouvé, à l'époque, personne ne voulait mettre son nom sur des statuts. Tout le monde avait peur de la police. Il y a Depay qui a dit, ils ont proposé à Depay et à moi. Ce que j'allais dire, tu le connaissais? Tu disais que c'était plus petit, tu le connaissais Mais Depay, oui, il est arrivé bien après moi, mais on a tout de suite sympathisé. C'était un caractériel comme moi. C'était on va dire, c'était un écorché vif. C'était le petit collégien qui s'est fait traquer, on va dire même au lycée, et qu'un jour il a décidé de plus se laisser faire. Il a extériorisé le virage. Il a même tourné le dos un peu à sa famille, il fuguait, il venait, il dormait au stade, il dormait chez les collègues, il a dormi un peu chez tout le monde depuis. Il est arrivé, c'est là où la légende, elle s'est construite autour de lui. Mais bon, il y a eu des matchs, il y a eu la EK Athènes, tout ça, il y a eu à Berlin, il y a eu le match contre Moscou. C'est là où tout le monde a appris à le connaître, parce qu'il se mettait torse nu à des températures infernales. Je lui disais, Depay, déconne pas. Parce qu'à chaque fois, comme à Berlin, je lui disais, remets tes chaussures, parce qu'en fait, c'était en solidarité avec les Ultras qui s'étaient fait interdire l'entrée, parce qu'ils étaient venus avec des Docs et des Rangers, ou tu vois, on venait tous avec des chaussures solides à l'époque. C'était pas pour la violence, il y avait un signe aussi de pauvreté pour la plupart. Les flics là-bas, la polizei nous a interdit de rentrer. Et moi, j'ai dit, oh mon Dieu, heureusement que j'étais venu en basket ce jour-là. Moi, j'ai pu rentrer, et depuis, en solidarité aux Ultras qui s'étaient fait interdire l'entrée, il s'était enlevé même les chaussures. Tout le monde parle de son torse nu, mais il était pieds nus ce match-là. Et je l'ai rendu fou tout le match. Je dis, Depay, tu vas tomber malade, Depay, tu vas tomber malade. Mets au moins un t-shirt, mets une veste. Non. Il fallait qu'il marque de son empreinte sa solidarité, celle qui a fait la réputation des Winners. Et c'est ce qui m'a plu, même moi, du fait d'avoir fait de l'internat, d'être sorti des quartiers et tout, c'est ce qui me plaisait. C'est ce niveau-là de popularité dans la population qu'on était nous et d'où je sors, on était rapidement solidaires. Et c'est ce qui s'est créé aussi, parce que le foot avant, c'était ce qu'on défend nous, c'est aussi l'image d'un foot populaire. Ça va avec. Et voilà, à la fin du match, il est tombé malade. On l'a plus vu pendant une semaine à l'aéroport. Il s'était carrément presque évanoui. Et donc ça date de là, de ce match à Berlin? De Berlin, là, ça avait explosé pour lui. Là. Mais en fait, lui, il avait découvert ça un jour. On avait rencontré à la EK Athènes, et que tous les supporters de la EK Athènes s'étaient mis torse nu au stade Vélodrome. Et il avait décidé de se mettre torse nu à partir de ce match. C'était début 90, 91, par là. Tu parlais de ton histoire et de ton parcours, toi, à titre personnel. Est-ce que tu peux nous le rappeler aussi, toi, comment tu as grandi? Où est-ce que tu as grandi, d'ailleurs, et après le supporterisme, bien sûr, mais avant ça? Moi, j'ai grandi... En fait, mes parents, ils sortent des bidonvilles de Saint-Barthélemy. Ils ont été dans les baraquements à la Cayolle, en sortant des bidonvilles. Et ma mère, elle m'avait dans son ventre à la Cayolle. Et je suis né au Panier, en fait. Je suis né au Panier. On habitait au Panier, mais je suis né à la clinique Belle de Mai, maternité à la Belle de Mai, dont beaucoup de Marseillais sont nés aussi. D'un côté, pour moi, ça me fait sourire, parce que j'ai ce sentiment, même si je suis d'origine algérienne ou fils d'immigrés, j'ai un sentiment de fierté d'être né dans un des plus vieux quartiers d'Europe, et même de Marseille, et de France, je veux dire.
Et en plus, la clinique Belle de Mai aussi. J'ai fréquenté, je me suis retrouvé dans des quartiers populaires avant de rentrer en internat, tu vois. Et après, j'ai vécu 6 ans en internat à Aix. Ah ouais, tu étais à Aix? Ouais. J'ai fait 6 ans à Aix, dans 2 internats différents, j'ai fait 3 ans. Ça t'a Et plu? après, j'ai fait 3 ans. Aix, c'est excellent, c'est magnifique. Ah ouais, tu as aimé? Ok. J'ai fait tous les sports, C'est j'ai beaucoup plus pratiqué. bourgeois, tu vois, tu disais sport, Marseille populaire. Oui, non, mais c'était bien parce que c'était le contraste entre ce que je vivais Ah ouais, en famille et d'un coup, je me retrouve complètement du nord au sud, tu vois, à l'est ou à l'ouest, comme tu veux. Tu vois, et quand je me suis retrouvé en internat, dès l'âge de 9 ans, j'ai pratiqué du tennis, on avait une piscine, je faisais de la natation, ils nous faisaient passer nos brevets, on passait nos étriers parce que j'ai fait de l'équitation. Tu jouais pas au ballon? J'ai joué au ballon, bien sûr, on avait 2 terrains de foot, voilà, quand même. on avait un terrain de basket, on avait un terrain de gymnase aussi, on avait un gymnase, on a pratiqué tous les sports possibles et imaginables, et je me suis prêté au jeu, comme quoi en plus le sport, oui c'est vrai, c'est un symbole d'intégration, comme on peut le dire, mais moi, je m'y suis retrouvé, j'étais le plus heureux du monde. On avait 14 hectares de forêt, tu sais, quand tu sors des quartiers nord de Marseille, bon, j'ai vu cette évolution des entrepôts, des grands jardins, des grandes bâtisses marseillaises, où il y avait des grands parcs, comme le parc Scotty, avant même qu'il soit devenu un jardin public, c'était déjà devenu notre jardin à nous, tu vois. Nous, il y avait des bâtisses à l'abandon, on s'amusait à grimper en façade ou à l'intérieur, il n'y avait plus de plancher. Tu avais la vieille Citroën pleine de trous, on s'aurait cru dans un vieux décor de film. J'ai gardé des images, mais des belles images de Marseille, quoi. Parce que j'ai évolué avec ma ville, bien que j'ai grandi en internat pendant 6 ans à Aix, et que j'ai appris à connaître d'autres personnes, d'autres mondes, qui venaient d'un monde différent que le mien, et on n'était pas beaucoup en plus en internat. Les Maghrébins, ils mettent pas beaucoup leurs enfants en internat. C'est qu'on était quoi? On devait être une dizaine sur 200, 200 minots. Mais bon, j'ai vécu un peu le racisme, même si je le comprenais pas étant petit. Qu'est-ce qu'ils ont à me reprocher? Parce que moi, je me sentais, ça va choquer beaucoup de gens de mon entourage, mais je me suis toujours senti français. Bah, ça Je choque disais pas, à mes parents, quand on prenait l'avion, je disais à maman, on dit Yuma en arabe, je dis, je veux le drapeau, je veux partir avec le drapeau en Algérie et tout. Et elle me disait, malheur, non, il faut pas, je t'expliquerai et tout. Bon, après, j'avais tu vois, je me souviens, parce que moi j'ai une mémoire, je te dis pas, je me rappelle un peu de tout. C'est bien, parce que dans le foot aussi, dans le supporterisme aussi, dans ma ville aussi. Mais j'ai des passages un peu délirants, quoi, où je comprenais pas les adultes et je comprends mieux les jeunes de maintenant parce que je les comprends toujours pas, les adultes, bien que j'en sois un, tu vois. Parce qu'en vivant toute la journée avec des jeunes, en essayant de leur faire comprendre, enlevez vos barrières, enlevez vos œillères, faites comme moi, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Tant que vous restez fidèles et honnêtes envers vous-même et les gens qui sont autour de vous, c'est ce qui est fantastique. Parce que si tu pars pour calculer quoi que ce soit, tu te fais du mal. Fut un temps où on m'a fait du mal, oui. On m'a fait du mal à la maternelle, on m'a fait du mal quand je suis arrivé en internat, mais je n'en ai pas porté grief, en fait. J'ai pas eu de haine, moi. C'est-à-dire que je m'en foutais. Tu sais, quand tu te retrouves à l'âge de 3 ans, de 3 à 6, pendant après la cantine, dans un placard à balai, tu ne sais pas pourquoi, et que tu te démerdes à allumer la lumière avec tes potes en te mettant assis, dos au mur, et tu donnes les mains à ton collègue pour qu'il monte sur tes genoux pour allumer l'interrupteur, et qu'à chaque fois qu'elle passait, elle voyait l'interrupteur allumé, elles ouvraient la porte et elles éteignaient. Je savais pas que ça faisait partie du racisme, ça. Après, c'est pour ça qu'on me dit, Rachid, t'es un écorché vif, pour ceux qui me connaissent ou qui veulent me décrire, tu vois. Je ne suis pas un écorché vif, je suis un mec qui a décidé de plus se laisser faire. C'est une hallucination d'entendre. Tu as un refus de l'autorité et tu as toi aussi, Non, naturellement... bien au contraire. Tu vois, à l'armée, pareil, on m'a dit que je défiais l'autorité et on m'a pas pris. Alors que moi, j'étais prêt à servir mon pays, j'étais le plus heureux d'aller faire mes 3 jours et j'étais arrivé dans les derniers de mon groupe
et du groupe avec lequel je suis arrivé, parce qu'il te compte, et j'étais arrivé, là, je crois, dans les 50, c'est un chiffre qui me colle au cul, mais bon, je vais te le dire, c'est le numéro 56. C'était mon numéro en plus que j'avais sur mes vêtements en internat. J'avais un numéro 56. Quand tu arrives là-bas, si tu perds tes habits, ma mère a été dans l'obligation d'estampiller tous mes habits avec une petite étiquette avec écrit 56. Et quand je suis arrivé aux 3 jours, eh ben, j'étais le 56e, encore une fois de plus. Et je pense qu'ils avaient fait leur quota, tu vois, en fin de journée. Et ils m'ont trouvé un problème, soi-disant que j'entendais pas du loin. Et ils m'ont fait passer devant un psy et tout. Et le psy, comme il a vu que j'avais pas mal du tout et que j'entendais très bien, il m'a reproché l'autorité. J'ai dit, non, faut pas confondre l'autorité et l'injustice. Ouais, ok. Bon, c'est l'injustice que je supporte pas. Okay. C'est là où tu vas m'entendre. Que ça soit devant qui que ce soit, voilà, je courberai pas les chines. Donc tu as un refus de l'injustice. Ouais, c'est rien à voir du coup. Autorité, injustice, on est d'accord. Refus de l'injustice, et après tu as un tempérament où tu es bien trempé naturellement aussi, qui fait que bon, on te voit plus que les autres, globalement. Mais je suis le plus logique de tous. Je sais. Parce que j'essaye plus ou moins de défendre non pas mon intérêt, mais l'intérêt, lui, en plus que ce que ma vie m'a appris depuis que je suis petit, je défends l'intérêt de tout le monde. Quitte à être un peu le bouc émissaire ou j'accepte de prendre des coups de boutoir ou de bâton pour l'ensemble des gens que j'aime bien. Et même si je les aime pas, des fois, je me sens dans l'obligation de rester dans mes principes et de préserver ma mentalité et ma force en ne tirant pas des pierres sur la caravane, tu vois. Moi, j'essaie de rester à ma place et j'essaie de comprendre plutôt les situations que de les juger, tu vois. Okay. Parce que ça me permet de continuer à vivre et d'espérer, tu vois. D'espérer dans le bon sens du terme, tu vois. Parce qu'il y en a qui espèrent, mais ils savent pas où ils vont. Moi, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, et si possible, si je peux ramener tout le monde avec moi dans le bon sens, c'est ce qui me plaît. C'est quand je prépare un tifo, dans ma tête, c'est est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont ressentir ce que j'ai voulu retransmettre, c'est le plus important pour moi. Il paraît, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi évidemment, il paraît que tu es ultra, j'allais dire casse-couille, perfectionniste sur les tifos. Bah ouais, j'ai été menuisier, j'ai fait... Ah, tu as été menuisier, ok. J'ai un CAP de menuisier. Ok. J'ai essayé de passer même un CAP d'électrotechnicien, je me suis occupé d'assistance en personne âgée au 93 La Canebière. Je te dis tout ça parce que tout le monde croit que après l'internat, je suis rentré dans la mafia, tu vois. La mafia? Ouais, donc, tu vois, le fantasme de beaucoup... les mauvaises légendes depuis, il a eu le bon rôle, tu vois. Moi, j'ai eu le mauvais rôle. Mais c'est pas grave, alors qu'il était beaucoup plus méchant que moi. Et s'il y en avait un qui raisonnait l'autre, c'était moi, tu vois. Et certes, c'est vrai qu'après, fut un temps, quand on se déplaçait, je vais pas me faire passer pour un saint non plus. Hein. Ouais, mais je fais partie des mecs qui aiment pas se laisser faire et que s'ils vivent une injustice, ils se sentent le droit d'intervenir. Après, je déteste les lâches, les faux jetons, les hypocrites. Hein, j'arrive pas à y faire avec eux. C'est normal qu'après... et les jaloux, c'est le pire. Hein. C'est la plus grosse maladie qu'un homme il ait pu inventer dans le monde. Et moi, je ne le suis pas. Quand je vois quelqu'un qui a réussi dans sa vie, je suis heureux pour lui, je me dis c'est bien, mais au contraire, qui servent d'exemple, que tout le monde tire dans le même sens. Moi, je suis le plus heureux du monde. Hein. Après, comme je te dis, on vit dans un monde assez particulier. Les jeunes, maintenant, les mentalités, elles ont changé. Être bénévole dans une association, les gens, ça devient de plus en plus rare. Ouais, tu le vois, hein. Quand je vois les restos du cœur, les gens même, ils participent même plus aux dons. Et que souvent, on me dit Rachid, rappelle-le en créant un tifo pour le resto du cœur ou pour le secours populaire. Et j'oublie pas d'où je viens. Alors, malheureusement, je suis obligé de contribuer à ma manière au travers des tifos et tout. Et ça me fait mal au cœur parce que même les gens au plus bas dans la misère, j'ai trouvé des gens méchants. Et ça, je l'admets pas. Oui. Mais il y a plus de méchants en bas qu'en haut, il faut pas croire. Hein.
parce que c'est un peu la jungle en bas. On leur a fait comprendre que pour réussir, et pour certains, il faut écraser son prochain. Et moi, je les ai dans le virage, tu vois, je les récupère et j'essaye de leur donner une ligne de conduite en leur faisant comprendre que si on se tient et que dans sa vie on se donne, il faut savoir donner aussi pour recevoir, tu vois. Je leur fais comprendre qu'il y a toujours de l'espoir. Donc parmi les choses qui t'ont aidé à monter, donc ouais, perfectionniste un peu, tu sembles l'être. Énorme. Goût du travail bien fait, ouais. Rejet de l'injustice absolue. Complet. Et j'ai envie de t'envoyer une question pas provoque, mais bon. Est-ce que tu crois que ta voix, elle t'a servi? Parce que c'est vrai que dans le virage, on entend ta voix, on la reconnaît parmi 1000, tu vois. Est-ce que tu penses qu'elle t'a servi vraiment? Tu vois, ma voix, non, j'avais un physique en rapport aux jeunes de l'époque. J'avais un physique un peu impressionnant parce que j'étais le plus musclé de la bande. Ouais. J'avais les épaules plus carrées. Je défendais la veuve et l'orphelin déjà en internat, ce qui m'a coûté beaucoup. Et quand je suis arrivé au virage sud, ils ont voulu m'appeler Raymond. J'ai dit non, je m'appelle pas Raymond, je m'appelle Rachid. Ils disaient que j'avais une mentalité exceptionnelle et qu'ils comprenaient pas pourquoi je m'appelais Rachid. Et il a fallu que je leur démontre que des mecs comme moi, il y en a de partout, quoi. C'est simplement qu'il faut écouter les gens et accepter son prochain. Parce que je venais avec des nanas, j'étais jeune, je fréquentais le Vertigo, Minon, à la rue Venture. J'ai vu qu'ils ont baptisé le Vertigo en plus. J'étais mort de rire quand je suis monté. Putain, juste à côté. C'est ma jeunesse, ça. Mais je venais avec Myriam, Sophie, Béatrice. J'avais un goût particulier pour les blondes. Ça, c'est... je te le dis, c'est rigolo, mais bon. Ma femme est blonde, hein. Je me suis marié avec la cousine de Depé, hein, ce qui m'a causé beaucoup de soucis. Hein. C'est pour ça que il y a tellement de gens qui me connaissent pas, il y a tellement de gens qui écoutent les rumeurs de comptoir, il y a tellement de choses qui se sont créées autour de moi sans qu'on m'ait donné la parole ou des médisances qui se sont dites au travers moi, comme quoi je fréquentais j'étais un voyou parce que je fréquentais les voyous, alors que tout Marseille fréquente tout le monde, et que en étant au stade, j'ai croisé tout le monde, j'ai pas côtoyé tout le monde. Il faut pas confondre. Après, il y en a même qui ont de la famille dans la voyoucratie à Marseille et qui m'ont fait porter aussi ce bébé-là pour s'écarter et s'innocenter quelque part, tu vois. Mais sinon, non, je déteste les voyous. Et je vais te dire une phrase, même si ça les vexe. C'est des gens qui tueraient leur mère pour s'inventer une histoire. Et je suis loin d'eux, très très loin d'eux. C'est pour ça que j'ai choisi le supporterisme. Et ma mère, elle était contente de me voir pas fréquenter le quartier et d'aller au stade et de me préoccuper des scores de l'Olympique de Marseille et de voir que j'étais resté quelque part un peu l'esprit enfantin parce que j'aimais tous les sports, et que pour une mère, voilà, elle s'est dit, il est pas en bas du quartier avec les Mongoliens qui vendent de la drogue ou autre. Il a préféré aller au stade, tu vois. Et j'ai jamais eu honte de leur dire d'aller se faire foutre. Voilà. Alors, Rachid, aujourd'hui, bon, je passe les rumeurs, les légendes urbaines, mafia, et je sais pas quoi, ça, je mets complètement de côté. Non, mais au moins que quand je te dis ça, ce que je veux. Non, mais c'est vrai que ça te. C'est pas que ça me pèse pas du tout. C'est juste pour te montrer mon état d'esprit. C'est tout. Je suis pas devant un psy. J'ai très bien compris que je suis pas un journaliste. C'est pas possible. Non, parce qu'après, quand tu dis écorché, vif, tout ça, les gens, ils croient. J'ai pas dit ça, moi. Non, pas toi, moi. Les gens, la rumeur, ou les gens qui sont autour de moi, qui me le disent des fois. Ils m'ont dit, on a l'impression que tu es un écorché vif. Je dis, ben non. C'est pour ça que c'était pour te démontrer, en ayant vécu des injustices moi-même, et en grandissant, en les refusant, même auprès des autres, c'était pour te montrer que j'ai pas de haine. Je suis, on va dire, je suis resté sain d'esprit en rapport à beaucoup de gens. Et on essaye de... Tiens, en France, il faut toujours te coller une étiquette, te cataloguer. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que ils se sont complètement trompés sur moi. Parce qu'en plus, j'ai défendu les intérêts des supporters, et même les intérêts de l'Olympique de Marseille, dès que j'ai pu. C'est plus fort que moi. Après, ma voix fait que, on m'a entendu. On m'a entendu plus que les autres. Et même, je pense qu'elle m'a fait défaut, ma voix. Ouais. Elle m'a fait défaut. Parce que
on va retenir souvent de celui qui crie des conneries. Ouais. Voilà. Celui qui gueule le plus fort. Non, c'est pas parce que tu gueules le plus fort que t'as raison. Ouais. Ça, certes. Mais il suffit que tu dises une connerie, que c'est fini, quoi. On va retenir la connerie. Ouais. Ça, je l'ai vécu 1 million de fois. Tu vois ce qu'il a retenu de moi? Bang. Donc je mets de côté, Rachid. On envoie tout ça. Ces histoires, on envoie de côté. Par contre, ça c'est vrai que du coup, de fait, tu as une grosse personnalité qui fait que tu as beaucoup d'influence dans le milieu du supporterisme, dans le milieu marseillais. Ah, écoute, tu te rends compte, depuis l'âge de 11 ans, l'âge de 11 ans, je vais au stade, je suis rentré en 80. Mais ça, tu en as plein déjà. Carrément, je suis arrivé au virage sud, que tu saches, en 86. En fait, je suis arrivé en 86 et les Winners n'étaient pas encore créés. Mon premier déplacement à Bordeaux en 86, je monte avec Danny, le président actuel des Winners, parce qu'on était en internat ensemble. Tu vois, comme quoi, même en amitié, je suis fidèle. Tu vois. Mais je me suis retrouvé en 86 à mon premier déplacement à Bordeaux. On avait pris notre année, on avait pris 3-0. Et je suis même dans le livre des Ultras. Tu vois, c'est une photo où il te montre la tribune des supporters marseillais et on est 3 petits pingouins assis l'un à côté de l'autre sur un muret. Alors il y a David Sicaglione qui était supporter de Bordeaux et il était en internat avec nous aussi. Et les 2 finales que je me suis tapé en internat contre Bordeaux, on les a perdues toutes les 2, tu vois. Et c'est le seul qui était joyeux. Et pourtant, il marchait avec nous, on est parti à Bordeaux avec lui, on est monté en train. Enfin, il faut pas le dire. Hein. Si ça fait de moi un monstre d'un coup. Non, je plaisante. Et, on était monté en train à l'œil. C'était mon ami, il était là, on était ensemble. Et il n'y avait pas d'animosité entre nous. Et chacun, il supportait son équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux débat, même la haine du supporter adverse. Je ne l'ai même pas. Ça te va? Yeah, mais moi, je n'ai rien dit. Non, c'est un leurre. Ouais. C'est un leurre. Bon, et ça, c'est vrai ou pas que tu as de l'influence? Il y a même un article du Monde sur toi. Je lisais en préparant l'émission, il y a même un article du Monde sur toi, celui qui fait couper les têtes des présidents de l'OM. Ah, ça, c'est pas correct de leur part de l'avoir mis comme ça. C'est écrit comme ça, j'ai rien inventé. En fait, attends, quand même, tu as un ancien DG de l'OM, dont j'ai plus le nom, Antoine Vera. Moi, je le connaissais pas, ça date un petit peu. Il envoie Rachid Zeroual et quelqu'un qui peut vous polluer la vie. Ben, tu vois. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je veux pas te coller d'étiquette, juste savoir comment tu sens le truc. Attends, je vais te répondre différemment de ce que je pense, tu vois, carrément. Ouais. Parce qu'il y a, vu de son regard et le regard d'autres supporters, c'est simple. Si tu fais bien ton travail à l'Olympique de Marseille, tu croiseras pas Rachid. Ça te va? Ouais. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire que si tu laisses les supporters tranquilles et que tu fais ton boulot et que tu n'as pas de haine sur Marseille, c'est sûr que tu ne me croiseras pas. Donc tu leur demandes quoi aux dirigeants de l'OM? D'avoir des résultats et de ne pas emmerder les supporters? Non, ce qui est rigolo, c'est qu'Antoine Vera, je ne l'ai jamais croisé de ma vie. Comment tu veux que je le pollue? J'étais interdit je me rapproche du micro. Faut que ça rentre dans ton crâne. J'étais interdit de commanderie, j'étais interdit de stade et j'étais interdit même de local de Winners. T'imagines qu'en étant interdit de la commanderie, si j'étais monté à la commanderie, il ne m'aurait pas dénoncé. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est bien. Alors, le message, il est passé pour les autres. Alors, ça c'est clair, il est passé. Et les autres, alors, on parle d'abord de Deschamps. Deschamps, il est parti. Deschamps, il est fou. Deschamps, moi, ce que j'ai compris, c'est que globalement, il y a un moment où tu considères qu'il a pété un câble. Au départ, tu étais trop content et tu n'arrêtais pas de le répéter. Ah non, j'étais le plus heureux du monde. Voilà, c'est beaucoup de Marseillais. Ouais. Il a soulevé la Champions League. J'ai fréquenté Tapi à cette époque-là. Souvent, on a déjeuné avec les joueurs. Souvent, il nous a conviés à la commanderie ou à Gémenos quand ils étaient retirés quand ils étaient au vert. On s'entendait super bien avec tous ces joueurs. Il y avait une super mentalité. En plus, les joueurs d'avant, ils étaient vachement intéressés par ce que les supporters faisaient. Ils étaient solidaires avec nous, ils étaient proches de nous. Quand Deschamps il arrive, on s'est dit, putain, un ancien qui arrive, trop bien. Putain, on va pouvoir réinstaurer un vrai état d'esprit, de communion. Ouais. Moi, je suis le plus heureux du monde que ça fonctionne en osmose entre Marseille et l'Olympique de Marseille, on va dire, tu vois, que ça fasse vraiment son nom, Olympique de Marseille même. Alors, à l'arrivée, Pape Diouf, il se fait décapiter par
par Dreyfus sur son lit de mort. José, que je portais pas dans mon cœur du tout, et avec qui j'ai aucune complicité, alors qu'il y en a qui... Encore un fantasme. Ça, on lit totalement l'inverse. Hein. Faux, archi faux. Ah ouais, okay. Si vous voulez, j'ai des anecdotes à l'époque de Boucher, où Boucher crie au scandale que Marley s'était fait injurier, qu'on avait tenu des propos racistes. J'étais encore interdit de stade. Les gens croyaient que j'étais encore au stade. C'est comme Deschamps. Deschamps, je tiens à vous rappeler que moi, j'ai fait aucune grève. Hein. J'étais interdit de stade. Ah non, mais les gens ont oublié. Ils se sont pas dit, mais attends... Ouais, il a fait partir Deschamps, la grève du quart de finale contre Bayern. Mais je n'y étais même pas au stade. On m'a accusé de tout. Je te dis, c'est un fantasme. Moi, c'est des fantasmes, tu vois, c'est même pas des légendes. J'ai lu tu avais dit qu'il avait dit des conneries à Sarkozy. Oui, je le tenais. C'est pour ça que ça s'était mal passé. Je le tenais malheureusement, je vais te dire, je croise un jour un de la voyoucratie de Marseille qui me dit... Rachid, attention, je te mets en alerte, Deschamps te prépare une enculerie. Ok. Tu vois, c'est pas José qui m'a prévenu. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut me préparer ? En fait, je reviens sur le cas Pape Diouf qui se fait licencier. José, en solidarité à Pape, qui propose sa démission au club, et en pensant que Deschamps allait être solidaire avec eux. Mais en fait, non. Deschamps, il avait un autre plan. Deschamps, c'était de mettre son agent à sa place, à la place de José, et pour accélérer les choses, vu que ça bougeait pas, et que José était toujours là, ils n'ont rien trouvé de mieux d'appeler les groupes de supporters. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit ? Pour certains, j'ai Tonini qui m'appelle des Yankees, et Christian Catado qui m'informe qu'un Bernès, un Deschamps l'avait appelé, et que pour les aider à décapiter José. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient répondu, puisqu'ils m'ont demandé à moi-même si j'avais reçu un coup de téléphone. J'ai dit non, j'ai rien reçu comme coup de téléphone. Et de là, ils me disent, ils veulent qu'on fasse sauter Deschamps, ils veulent qu'on soit solidaire, qu'on fasse sauter José, ils veulent qu'on soit solidaire avec eux, mais nous, on ne prendra pas aussi bien l'un que l'autre. On ne prendra pas de décision tant que toi, tu ne donnes pas ton avis. On voulait savoir si tu avais eu au téléphone. Non, ni je les ai eu au téléphone, et ni on a se mêlé de qui on doit virer ou pas virer. C'est d'autant plus que là, même si José, je ne le porte pas dans mon cœur en rapport à Boucher, qui nous avait traité de racistes, et qui disait que José avait eu les larmes sur le bord de la touche. C'est à l'époque qu'ils avaient fait le maillot à Nigo, noir et jaune, avec Boucher. Ouais. Que José était sur le bord de la pelouse, j'étais encore interdit du stade parce que je sors encore de prison pour un truc que j'ai pas commis, et José il est sur le banc de la touche et il injurie les winners. Et à la fin du match, je vous dis la vérité, j'ai un ami qui est sur le parking, il lui dit « Oh, il vaudrait mieux que tu t'adresses à Rachid. » Rachid n'y était pas dans la tribune. Ouais. Il vaudrait mieux que tu lui parles, et lui, il va régler le problème en 2 minutes, parce que ça concerne son groupe. Et de là, il me l'a passé au téléphone, et l'autre, il hurlait comme un fou au téléphone. J'ai dit, bon, écoute, quand on sera devant, on parlera tranquillement, parce que je vois que tu es tout énervé, excité. Il me dit, ah, tu vas voir, pas, tu vois. Je vais rien voir du tout. Hein. Si tu parles pas un minot, là. On est où, là? Tu comprends? Il voulait m'impressionner, il m'a pas impressionné un brin. Ouais. Il m'a plus mis en colère qu'autre chose. Et à l'arrivée, voilà. Alors l'amitié Deschamps, Rachid, José, c'est complètement faux. Et ça, je l'ai jamais oublié, je l'ai gardé là. Même si on a fait une banderole pour son fils qui s'est fait assassiner, c'est parce que c'est ses amis et c'est sa famille qui nous l'ont demandé et que nous, on s'est sentis aussi solidaires parce que c'est un enfant de la direction olympique de Marseille qui est décédé. On s'est dit, soyons humains. Soyons humains. Après, comme je te disais, quand il a donné, il a mis sa tête sur la potence pour crier son écœurement et son injustice à propos du licenciement de Pape Diouf, l'autre, il a saisi l'affaire pour appeler tous les groupes et pour essayer de lui faire couper la tête aussi, pour lui faire prendre la sortie. Moi, quand les autres groupes, ils m'ont dit Rachid, on a discuté
avec Deschamps, je comprenais pas pourquoi il voulait pas discuter avec moi. C'est par la suite que j'ai compris. De toute façon, j'ai pas besoin de le dire, vous l'avez compris. Nasri, Ben Arfa, Ziani, Benzema, on va pas continuer, on n'a pas besoin de se faire... je vais pas pleurer non plus. Je vous ai dit comment j'étais. Grave erreur. J'allais pas réagir comme eux. Je sais que, comme on dit à Marseille, chien qui aboie ne mord pas, mais j'ai pas vécu dans les quartiers. J'ai vécu dans le même monde que lui, même, je dirais. Pas besoin de hurler pour le faire dégager, pour me venger. Pas besoin de hurler. J'ai fait comme tout bon Européen ou Français devait faire. Je suis allé... j'ai pris mes précautions parce que j'ai entendu que... Et ça, c'est grave. J'ai entendu que j'avais un contrat, qu'il voulait que j'ai un contrat sur le cul. Parce que l'histoire Sarko, c'est pas celle qui m'a fait peur. L'histoire Sarko, c'est lors du décès du policier, là, je sais pas ce qu'il y avait eu, je crois que c'est autour de l'étang de Berre, une course-poursuite où un policier s'était fait tirer dessus, et Sarko était descendu à l'hôpital Nord et ils l'ont débranché lors de la venue du président, où il était ministre à l'époque. Et c'est là où on déclare le décès de ce policier qui est... paix à son âme, comme je dis toujours à chaque fois que je parle d'un décès. Et ça, c'était dans la matinée. Dans l'après-midi, il avait eu rendez-vous avec les cadres de l'Olympique de Marseille, dont Mandanda, Vincent Labrune. Et c'est là où comme les supporters n'ont pas voulu prendre le problème de Deschamps à le corps, il s'est donné un spectacle devant le président Sarkozy, même s'il était ministre, il est quand même devenu président. Il y a fait entendre que tous les carjackings et les braquages chez des joueurs chez eux, c'était moi. Ouais. Donc légende urbaine encore. Encore une belle, quoi, qui me tombe sur la gueule. Et je me dis, attends, putain, mais c'est le film, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tu vois. Je me dis, bon, Rachid, comment tu dois le prendre? On a le vent en poupe, en plus je veux pas, on finit champion. En 2010, il a fallu malheureusement le décès de Dreyfus, entre-temps, pour être champion. Moi, je bouge pas, je dis rien, je prends mon mal en patience, je veux régler mes problèmes de procédure avec la justice. Et j'apprends que lui, entre-temps, il reçoit Sarko, il dit ça. J'en prends que, je vais dire, même si maintenant on s'entend bien, qu'on se parle et tout, et qu'il regrette de ne pas m'avoir connu, alors que moi, je l'ai connu petit en tant que responsable de groupe, mais il savait pas qui j'étais parce que j'étais resté en retrait, j'étais discret, moi, à l'époque. Et Bernès, on m'a dit, Rachid, ça négocie des trucs derrière toi, attention, ça peut aller très loin. Donc forcément. Qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Parce que je suis ce que je suis, tu ne veux pas parler avec moi? T'as préféré appeler les autres groupes, mais aucun d'entre eux sont marseillais. Et elle est là, la diff. Je suis désolé, je suis né à Marseille, voilà ce qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est que je suis un produit vraiment 100% marseillais. Et tu vois, et quand je te parle de racisme, patin couffin, mon père, regarde, je suis marié avec une Corse, mon frère est marié avec une Juive, ma soeur est mariée avec un Italien. Tu veux me reprocher quoi, moi? Non, mais c'est ça, l'absurdité humaine, des fois, jusqu'où elle peut aller. Moi, je suis choqué de voir son comportement, Deschamps. Je suis choqué. Je me dis, j'ai 3 enfants, Rachid, qu'est-ce que tu dois faire? Le dernier Rachid dont je voulais te parler, des dirigeants, mais là c'est ça en fait que je voulais te dire tout à l'heure. Moi j'ai fini mes études et directement à la sortie de mes études, j'ai bossé en tant que chargé de mission à la direction de l'OM quand McCourt récupère et que JHE vient d'être nommé. Wow, t'as une chance, dis-moi. T'es un vénard, quoi. Et j'arrive à ce moment-là. Wow. Alors, héros, Jacques-Henri. Pareil, parce que sur ça... Moi, j'avais, en fait, que tu saches, moi, j'ai instauré avec les présidents, et eux-mêmes sont venus vers moi, une complicité dans laquelle Rachid Zerwal devait trancher dans les décisions entre les supporters et l'Olympique de Marseille. Ouais. J'ai toujours trouvé, tout groupe confondu, toujours pris les décisions qu'il fallait. J'ai tranché dans le juste milieu, dans les intérêts des uns et des autres. J'ai jamais voulu me faire passer pour
Et c'est pour ça que j'avais une certaine complicité avec beaucoup de présidents, parce qu'ils avaient besoin de mon avis, et c'est pour cela qu'ils m'ont salarié en tant que relationnel supporter de 98 en 2004, parce qu'ils avaient cru, moi j'ai cru comprendre qu'ils... Donc tu faisais l'intermédiaire. J'étais l'intermédiaire, j'étais quelque part, oui, si tu veux, j'étais... la tête de proue des supporters. Okay. Parce que mon groupe, c'était le plus, pas, on va dire, le plus actif dans la ville. On était imprégné de la mentalité marseillaise, Donc, ce qui est dans l'intérêt des supporters et aussi dans l'intérêt aussi, je pense, du club. Jacques-Henri Hérault, il est venu me voir comme il a fait, il était allé voir Malville, René Malville, paix à son âme. Il avait fait le tour de Marseille et il s'est même un peu emballé. Il est allé faire même le tour des camps de Rome, des camps de Scie. Il est allé à Victor Hugo se prendre en photo avec une petite qui avait le maillot du PSG. Après, il voulait casser les clichés, il voulait aller jusqu'au bout. Attends, après je me suis dit merde, tu es président là. Tu es président olympique de Marseille. Ah, donc dès le début alors. Non, mais je lui ai dit. Moi, il m'a reçu. Je lui ai dit, bon, vous avez fait le tour de Marseille. Alors, moi, ce que je lui ai dit, j'ai d'habitude que vous sachiez. Bon, je vais le dire en toute honnêteté, parce que vous sachiez, à chaque fois qu'il est venu un président, le premier qu'il a venu boucher, il est venu voir moi en premier. Voilà. Vincent Labrune, tout le monde, Dacier, tout le monde. Et donc, voilà. Sauf Pape Diouf, parce que c'est nous qu'on l'a intronisé président. Sauf Longoria, parce que c'est nous qu'on l'a intronisé président. Longoria aussi? Ah ouais. Mais quand il se passe ce qui se passe à la commanderie, comment Longoria se retrouve président? Parce que c'est l'intermédiaire entre nous et McCourt. Les groupes de supporters, on dit à McCourt, vous avez quelqu'un qui connaît le ballon, qui affabule pas et qui vous mentira pas. Et que... ouais, c'est pour ça qu'en 2023, je me dispute avec Longoria. Et non, j'ai jamais tenu des propos... où j'aurais laissé transpirer une soi-disant haine, où je l'aurais menacé de mort. C'est faux et totalement faux. Je lui ai fait des reproches parce que je lui ai dit, tu nous as trahis, tu nous as monté une équipe fantomatique, tu as délaissé le centre de formation, alors que nous, tous les présidents qui sont venus devant les groupes de supporters à nos premières réunions, la première phrase qu'ils nous disent, je vais m'occuper du centre de formation, la formation, c'est ce qui va rapporter au club, et c'est là où on voit, nous, groupe de supporters, à chaque fois responsable de groupe de supporters, si il est honnête avec nous, qu'est-ce qu'il va faire du centre de formation? Et quand j'entends qu'il y a des histoires où les petites féminines, on les a laissées se déshabiller en culotte en plein mois de mars parce qu'elles avaient oublié des papiers de mars et de nuts dans les vestiaires, je l'en informe. Je joue mon rôle. Je joue mon rôle de papa, de Marseillais, de supporter, de responsable de groupe, en lui disant il se passe ça là, il se passe ça en CFA, et il me dit merci de me tenir informé, Rachid, je m'en occupe, à bras le corps, tiens, Pedro discute avec Rachid, président des féminines, et il me dit on montera, on ira voir Otero, et de là c'était une année où je suis pas parti en vacances. Je roule pas sur l'or, je suis resté sur Marseille, je me suis occupé de mon local, de ma maison, je fais des travaux, moi j'arrête pas de faire des travaux, parce que j'ai été menuisier et tout ça, je t'ai fait mon descriptif tout à l'heure, je t'ai donné mon CV, je me cherche pas d'emploi, hein, je te casse pas la tête, de toute façon je peux plus travailler. Et j'ai joué mon rôle, et de là, ça s'amplifie même. Parce qu'on lui dit en fin de saison, il passe tout l'été, avant le début de saison, on devait se voir, et là, ça part en confiture. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe tout l'été? Je tombe sur des parents qui viennent me voir au local, qui ont leurs enfants au campus, à la commanderie. Ils s'étaient passé le mot, ils étaient tous venus me voir, me dire, Rachid fait quelque chose. Et lors d'une réunion où ils nous avaient augmenté auparavant les abonnements, en nous promettant une belle équipe. Moi, tu vas pas m'aveugler, moi, je sais, c'est bon, le foot, je pense qu'à Marseille, tu sais, quand tu as vécu au stade, tu sais évaluer le niveau de ton équipe ou d'un joueur, quoi, on te la fait pas. Même s'il était bon dans son club, on sait qu'aussi, on sait faire la différence du poids du maillot aussi, et de la pression du public et tout, on s'emballe pas. Et à l'arrivée, il a rien fait, alors pendant une réunion, j'ai tout sorti, pas tout, devant les groupes de supporters, mais déjà j'ai parlé de l'équipe première en disant
tu nous as augmenté les abonnements, voilà l'équipe que tu nous as promise, arrête de festoyer, occupe-toi plutôt de l'équipe. Nous, on a vu que tu avais des compétences footballistiques, où elles sont passées. Et tu m'avais présenté Pedro pour régler le problème. Pedro, il reporte pas les rendez-vous, il les annule complètement. C'est-à-dire que sa responsabilité de président chez les féminines, elle n'existe pas. Le Otero avec... c'était comment il s'appelle Juste facile. Non, Bardonado, il était entraîneur, même s'il n'avait pas... Alors que l'OM l'a empêché de passer ses diplômes. Ils l'ont jamais aidé. Ils l'ont mis entraîneur contre Amsterdam. Ça marche. Boum, on fait 3-3. Et derrière, on joue au Parc des Princes. D'un coup, on voit Bernardo sur le banc de touche et on voit cet entraîneur. Oui, avant Gattuso, alors. Tout le monde rigolait, il faisait des remakes de moi en train de me faire frapper par Gattuso. Il m'a pris dans les bras et tout quand il m'a entendu parler. Et pour l'union entre les Marseillais. Parce que souvent, c'est là où ils sont un peu... c'est là où ils sont un peu lâches, tu vois. Tu vois que tu te dis, putain... Quand ils maîtrisent plus les joueurs, qu'ils sentent que le stade... il va exploser, que les supporters à tout moment ils se retournent. C'est là où ils sont hypocrites parce qu'ils m'appellent, Rachid, il faut faire une... Et tu vois, regarde, comme là, depuis le début de la saison, on devait rencontrer les joueurs. Tu vois, tous les ans. C'est comme ça dans l'histoire du club. Depuis Tapi, on a toujours rencontré les nouveaux joueurs qui sont arrivés au club, où il y a toujours une rencontre en début de saison et tout, pour pas que... il y a une mauvaise entente et qu'il y ait des mauvais préjugés. Ouais, voilà. Okay. Et cette année, regarde, comme on est parti en bombe, on a commencé, on devait le faire, il y a eu les 2 défaites en déplacement, on devait le faire, boum, comme l'équipe elle est repartie en bombe, ils ont annulé. Ils ont oublié, quoi. C'est la première année où... Et ça, toi, tu le perçois comme un manque de respect C'est pas... Moi, je m'en fous, maintenant. Je m'en fous parce que j'ai compris la présidence qu'on avait, la direction qu'on avait. Bon, après, moi, je suis d'avis... Là, tu es en quel terme avec eux? Moi, très très bien. Là, ça va mieux. Ça va bien. Longoria, ça se passe très très bien. Okay. Bien que des fois, tout est critiquable. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on peut continuer à avancer. Oui, il n'y a pas de souci. Mais on aurait voulu discuter. Ça fuite en avant. Bon, mais qu'est-ce que je te dis? Mais moi, après, il va me dire, ouais, tu as dit ça, c'est pas bien. Je dis, ouais, mais bon... je dis que la vérité, hein. Moi, il n'y a plus mal à trait. Il n'y a plus mal à trait. Je t'entendais bien avec Elodie aussi oui, comment te dire elle me craignait. Mais globalement, en fait, c'est ce qui ressort, Rachid. C'est que tu es craint, de manière générale. Parce que je vais te répéter, quand tu es fourbe, et que tu travailles à l'Olympique de Marseille, tu es amené à me croiser. Tu vas être amené à me croiser parce que tu vas dire des mauvaises choses sur les supporters, tu vas dire des conneries dans ton quotidien à des gens sans que tu saches que ça va me revenir. Ouais, parce qu'on va venir me dire ce que tu as dit ou ce que tu entreprends. Après, ça ne m'intéresse pas. Mais quand ça va trop loin, si je peux stopper le saignement avant l'hémorragie, j'interviens vite. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Moi, stop, arrête tes conneries. On en reste là et basta. Moi, je fais pas partie de ceux qui... je roule pas des épaules. Ouais, regarde, je suis venu seul, hein. Je marche seul. Je marche pas en bande. Même au stade, quand je marche, je vois le regard de certains. Je me dis, le pauvre, encore un égaré, tu vois, parce que il me connaît pas. Après, il cherche pas à le connaître non plus. Hein. Et après, je dois faire des révérences à tout le monde. Je m'en sors plus non plus. Hein. J'avance plus. Et se justifier au quotidien, ça me gave un peu parce que ça m'empêche d'avancer aussi de l'autre côté. Alors, profitons de ton émission une fois pour toutes, si tu veux qu'on crève les abcès, parce qu'il n'y a personne qui a osé me poser toutes les questions. Ça sera peut-être la dernière fois, tu vois, que je le fais. Mais pourquoi? Parce que je le fais avec toi et je pense que parler de ça, c'est quelque part ceux qui m'aiment pas. C'est leur donner des billes. Non, remuer encore le couteau dans la plaie, récupérer sur les réseaux. Non, mais toi et moi, on va parler en toute honnêteté.
Mais il y en a, ils sont habités par le diable. Toute la journée, ils aiment que ça. Rachid... vu sur les réseaux, toute oui, la journée, et la rafale dans le dos, j'aimerais bien qu'ils se prennent une rafale, que sa maladie, elle l'emporte et tout. Je me dis, mais tu sais, de souhaiter la mort. Moi, j'ai grandi dans les quartiers. Quand tu souhaites la mort à quelqu'un, il débarque chez toi. Je l'ai vu 150 millions de fois. Des jeunes de Marseille qui souhaitaient la mort ou la prison à des gens qui leur avaient rien fait, que dans leur délire, ils pensaient avoir raison alors qu'ils sont tout pourris, tout tordus dans leur esprit, ils se délectent du malheur des uns et des autres. Mais c'est chez eux qu'arrive la mort. Je me dis pas de prophète, hein, mais je te jure que je l'ai vu plus d'une fois, tu vois. Moi, je crois en Dieu. Ça fait pas de moi un monstre, hein. Bien au contraire, quelqu'un qui croit en Dieu, il a des principes. C'est celui qui s'égare, qui a plus de principes, qui a l'esprit noir et qui voit tous ces trucs. Ils organisent, je sais pas, c'est tout chamboulé dans leur tête. Ouais. Des fois même, ils arrivent à me chambouler la mienne de cervelle. Je me dis, mais comment ils arrivent? Non, mais c'est fou, parce que je voudrais pas vivre à leur place. Ils vivent par procuration, ces gens-là. Ils vivent à travers toi, à travers moi. Ouais. Ils vont même te reprocher de m'avoir laissé parler. Pourquoi? J'ai entendu souvent, pourquoi on lui donne encore la parole? Parce que je veux faire changer et évoluer les choses. Et là, on va changer maintenant, on va passer... parce que les présidents, là, je t'en ai tenu une couche. On va parler un peu des winners. On va parler des winners, on va parler de ce que je fais au quotidien, tu vois. Ouais. Ce qui est bien, tu vois, ce que j'étais clac. Et on y va. C'est ma force à moi, tu vois. Ça, c'est ma force à moi. Alors, vas-y, viens, on parle des winners. Avec l'âge, après, tu arrives à comprendre. Tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Mais je sais ce que la personne en face de moi, si elle veut, des fois. Mais parce que c'est bon, on a fait le tour. Voilà, tu as compris. Bon, sur les winners, déjà, ce qui est génial avec les winners, c'est qu'au-delà, donc vous êtes c'est le groupe de supporters le plus nombreux, etc., mais c'est surtout celui qui est le plus implanté dans la ville, d'un point de vue social, d'un point de vue... c'est une volonté de ta part, c'est ta patte à toi, ça? Non, quand j'étais petit, j'étais avec mon ami Nicolas Lucchesi, tout ça, quand on était jeunes, quand on était au début du groupe, souvent, avec Dany et tout, on trouvait que, avec ce qu'on faisait pour notre club et pour notre ville, en termes... parce que c'était tout nouveau, c'était tout beau, c'était tout frais, c'était populaire, chanter dans une tribune, tous mélanger, faire des tifos pour notre équipe et tout, on souffrait du manque de reconnaissance, tu vois. Ouais. Pour certains, pas pour moi, mais ils me disent, putain, c'est pas bien avec ce qu'on fait, tout ça. Parce qu'en fait, même la Ligue, tout le monde nous a volé des idées aux winners, tu vois. Ah ouais? Tout le monde nous a volé des idées, tu vois. La Ligue, quand on a commencé à soutenir des associations connues sur Marseille, ou qu'on a même aidé la Bonne Mère, tout ça, eux, ils ont pris que l'image des winners, c'est au départ. C'est comme le poème Marseille, c'est pas la France et tout. C'est les winners qui l'ont écrit. Ce qui nous faisait délirer, c'était le manque de reconnaissance de ce qu'on faisait pour notre ville et l'image qu'on voulait en donner. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir? Alors, il y en avait qui disaient... mais t'imagines, alors je vais te faire tout et n'importe quoi, là, regarde. Il y en avait qui disaient, moi, ils me donnent la moitié d'un salaire d'un joueur. Là, la pelouse, je la découpe au coupe-ongle. Il y en avait qui disaient, moi, si je décède, j'aimerais bien qu'on jette dans mes cendres sur la pelouse, au centre du terrain, ou sur le point de pénalty. Tu vois, on avait tous des idées différentes dans notre passion, une chute différente dans laquelle on se sentait vraiment Marseille. Mais ça, c'était quand on était minots. Et c'est toutes ces idées-là et que j'ai retenu des uns et des autres qui ont fait qu'en fait, même quand le jeune Marseillais qui est fils d'immigrés comme moi, qui me disait, moi, je suis pas français et tout, je dis, mais tu déconnes, mec. Mais t'es habillé comme quoi? T'es habillé comme eux, t'es coiffé comme eux, tu manges comme eux, même si tu enlèves le porc, mais tu penses comme eux. T'es un marronneur. T'es un gros marronneur comme les Français. On est tous des marronneurs. Tu vis dans une société, tu es imprégné par la mentalité française, que tu la veuilles ou non. Et on est aussi Marseillais d'un côté. Alors, tu comprends? Je jouais avec tout ça. Et moi, j'ai su comprendre comment il fallait, avec tout ce monde-là, faire ce qu'on est devenu les winners. Dire, voilà, socialement, autour de nous, il y en avait, ça va pas. Il y en a... L'école, ça va pas. Tu vois, on a compris que
intellectuellement, il fallait évoluer, et professionnellement, il fallait évoluer, qu'on allait devenir des pères de famille, et qu'est-ce qu'on aurait voulu de mieux pour nous, et aussi bien pour nous que pour l'ensemble des supporters, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre ville, où c'est qu'on peut mener notre petit truc, là, notre contribution pour l'Olympique de Marseille et tout. Quand j'ai commencé à sortir le blason de la ville, on m'a dit, tu fais de la politique. Oh putain. Arrête Rachid, après je vais te poser des questions politiques. Non, mais ça tu va vas te voir. faire chier. Non, mais tu vois, j'ai dit, oh putain, j'ai sorti le blason de la ville, tu fais de la politique. Ouais. Je voulais sortir la croix marseillaise, tu fais de la politique. On m'a tout reproché, et je vois que petit à petit, tu vois, c'est comme les racistes qu'on a chassés du stade en ayant l'autorisation et l'aval de tapis, là. Parce qu'à un moment, il y avait une groupuscule de petits nazillons qui voulaient s'installer comme ils ont pu faire au COP de C'est vrai, Boulogne ça et tout ça. Bien sûr. Qu'on a entendu, mais bas du virage sud, avec Non, la non, flamme. c'était une frange. Voilà. C'est une frange de mecs qui étaient même chez les winners. Voilà. C'était pas proprement que dans un groupe. Voilà. Ouais. Voilà. Mais c'était, quand je suis arrivé, je crois que ensuite, tu comptais sur le bout des doigts. C'est comme quand je suis arrivé en internat. Hein. Le combat continue, hein, mon frérot. Moi, je me suis dit, laisse-les. C'est quoi? Mets-leur en plein la gueule. Voilà, tu vas leur montrer ce que c'est un mec qui sait vivre, un mec qui fait pas de comparaison et qui est autant passionné qu'eux, d'où le fameux Raymond, là où à un moment, ils ont déliré complet. Je les ai rattrapés, je leur ai dit, moi, je peux pas renier mes parents. Alors, du fait de pas renier mes parents, je peux pas renier mon origine. Et c'est ma force, ça. C'est pas une faiblesse. Alors, vous allez arrêter de déconner. Dans le car, on a ouvert des débats sur la guerre d'Algérie, sur la Seconde Guerre mondiale. On en a ouvert des débats avec des mecs d'extrême droite. Je me suis régalé de me faire passer pour le fils de Harki, alors que je suis pas fils de Harki. J'étais en train de lui dire comment on a construit, on a lutté. Hein, toi, tu veux me foutre dehors, alors que tu es d'origine italienne. C'est pas les Italiens qui ont souffert du racisme. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à part Mussolini? Tu vois, je m'amusais avec ça. Je jouais au con. Hein, c'était pour les faire taire un peu. Ça, c'était les discours populaires qu'il y avait dans les cars. Parce que fut un temps, j'étais même interdit de car parce que... mais bon, on s'en fout de ça. On s'en fout. Voilà. Après, ce que nous, on a voulu changer dans notre ville, c'est participer. Participer, comment? On s'est dit... beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs scolaires et tout. Bon, il arrive Protis. On a fait un moment l'aide à l'école et tout, aux devoirs et tout. On l'a fait pendant pas mal de temps. Mais on en a parlé, le Protis Club, peut-être Rachid. Et le Protis Club est arrivé par la suite. Ouais, le Protis Club, ça c'était au départ. Ça c'était quand on a eu notre local. Ouais. On faisait l'aide aux études en mignon et tout. Ah ouais, on a fait même, on a même fait des maraudes. On a fait de tout. On a fait chaque fois qu'on nous a dit, on a été. Ne crois pas COVID, que quelque part, ce que je te disais quand on était mignon dans le délire des petits reproches qu'on faisait à la mairie. Aux politiques, aux dirigeants, de pas être reconnu. Tapi après, il est venu, il te donne 30 cartes d'abonnés à partager entre les 3 groupes, même si on en avait eu que 5 et les fanatiques que 5, tu vois, même si le partage se passait pas comme on voulait. L'évolution, elle a fait que les gens sont venus nous solliciter. Voilà, du bouche à oreille à Marseille, les associations sont venues nous demander aussi, à travers ce qu'on vivait nous-mêmes dans notre groupe, c'était créant des associations parallèles. Alors on a créé le taekwondo au local, on a créé le Protis Club, hein, on a aussi Espace Renaissance qui est en train de se créer. Hein, c'est quoi ça, Espace Renaissance? Espace Renaissance, je suis le vice-président. Espace Renaissance, c'est Joël Fernandez qui a monté à Montpellier des maisons ça s'appelle la maison des familles, et c'est pour les enfants qui ont des grosses pathologies à la base. En fait, c'est pour les familles, parce qu'on s'occupe souvent des enfants malades, et des fois, les parents n'ont pas les moyens de suivre l'enfant dans sa pathologie. Et malheureusement, il manque de moyens. Et la maison des familles, elle est là pour aussi bien le petit que pour les familles. Après, il y a 5 axes. Il y a les enfants maltraités, il y a les enfants qui ont subi des attouchements. Il y en a plusieurs points. Je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'on ne va pas s'en sortir et je vais commencer à gamberger chaque truc. Je fais tellement de trucs, en fait, que
Voilà, aux égalades, ils comptent se monter cette maison. On a eu le terrain par la mairie. Voilà, ça a été acté. Maintenant, c'est Vinci qui va superviser les travaux. Okay. On va faire une vingtaine ou une trentaine de chambres à côté de l'hôpital Nord. Notre rêve, c'est d'en faire un autre à côté de la Chimone. Bon, avec le maire, ça s'est super bien passé. Vassal nous aussi avait proposé qu'on l'aide parce que la maison McDo va disparaître de côté de la Chimone. Voilà, après, on contribue à beaucoup de choses. Je travaille avec Coccinelle, on fait la crèche de Noël au local, parce qu'en plus, en ce moment, c'est le débat. Tous les ans, on fait une crèche, on fait une méga crèche au local pour collecter les cadeaux pour les enfants. Voilà, et les cadeaux neufs, emballés, on les donne à Soleil Bleu Azur ou Coccinelle, qui les redistribue à la Timone et dans d'autres hôpitaux. Ça arrache le cœur, même avec l'Olympique de Marseille. On a même à la Timone contribué à leur faire construire des salles de bain, des douches. J'imagine qu'en France, à la Timone, les professeurs manquent de douches pour les enfants. On a contribué à ça. Pendant le Covid, on a distribué à des étudiants au Stade Vendôme avec l'Olympique de Marseille. Moi, je peux amener des choses sur la table avec des gens qui me proposent. Parce qu'en fait, tout ça, c'est par sollicitation. Alors, moi, je ne sais pas dire non. Et si je peux le faire et qu'on tombe dans des périodes creuses, j'essaye de le mettre en place de suite. Ou sinon, j'essaye de l'organiser ou de le repousser quand on a beaucoup de matchs. Tu parlais des hommes politiques, il y a les élections qui arrivent, et c'est vrai que toi, rien que par les winners, vous êtes 7000, je crois, adhérents aujourd'hui. 7200, mais on est de tous bords politiques. Donc c'est la question que j'allais te poser. Tu représentes quand même politiquement, tu représentes quand même presque une force, j'allais dire, de fait. Tu vas appeler à voter ou pas? Je l'ai fait une fois, j'ai même fait 2 fois, 3 fois, laisse-moi compter. 3 fois, après, c'est ma ville. Je me sens concerné. J'ai ma carte d'électeur. Bien que j'habite plus sur Marseille, j'ai gardé mon adresse dans le 3e parce qu'en même temps, le local des Winners, il est au 3e. Voilà, je vais voter au 3e arrondissement. Je me sens concerné par ce qui se passe. Et si demain, il faut se soulever contre les extrêmes, je serai là. Donc, toujours contre les extrêmes. Donc tu vas pas forcément appeler à voter, mais si les extrêmes arrivent, tu vas y aller. Toujours. Ok. Les extrêmes, ils apportent rien de bon. Je l'ai combattu, je l'ai vécu, et je peux t'en parler, si tu veux. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de la France, et effectivement, donc les Winners, vous êtes construits en opposition au racisme. Donc je sais pas d'ailleurs si les gens qui nous écoutent connaissent l'histoire des Winners, avec les bombers qui ont été mis à l'envers, etc. En 89, en opposition au skin parisien. Du code parisien, Bad Gun, Dog Est. En 2 mots, les skins parisiens avaient leurs bombers noirs, et vous les avez mis à l'envers couleur orange pour marquer marquer notre opposition à leurs idées. Donc tout ça pour dire que de fait, les Winners, vous avez grandi dans l'antiracisme, dans l'antifascisme, etc. Aujourd'hui, comme tu parlais de la France tout à l'heure, on a le sentiment un peu que dans les virages, quand on sort un drapeau français, ça fait un peu facho. C'est faux. C'est vrai? C'est faux. Ah ouais? C'est faux. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que là encore, on veut faire porter le chapeau d'une chose qui appartient pas aux Winners. D'accord? Ah non, mais je dis pas Winners. Non. Vas-y. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. En 93-94, quand on apprend qu'on tombe en D2, l'Olympique de Marseille, que Tapi, il est sur la sellette, parce qu'il est encore président, on fait une année de D2 avec lui, la deuxième année, il dégage, c'est la mairie de Marseille qui reprend. Il y a eu un rejet de l'équipe de France, de toute la ville de Marseille, de la Fédération française et de la Ligue. Voilà. Là, il y a eu vraiment un rejet, mais de tout symbole de la Ligue. Dans la confusion totale, il y en a qui ne voulaient même plus voir de maillot de l'équipe de France au Stade Vélodrome. Je te le dis, si je mens, que j'aille à l'enfer, tiens, regarde. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Il y a eu un rejet de l'équipe de France. Je te rappelle aussi que Platini, en 97, il fait tout pour que l'équipe de France et les Marseillais se réconcilient. Parce que lui qui avait vécu en 84 l'Euro à Marseille, face au Portugal,
en 84. Il a connu le supporterisme derrière l'équipe de France. Mais moi, quand j'étais petit, l'équipe de France, quand il gagnait, ça tirait au fusil par les fenêtres. Je sais pas si tu imagines. Voilà. Moi-même, j'ai pleuré les 2 demi-finales qu'on a perdues face aux Allemands. Quand Rummenigge il sort et qu'il casse la bouche avec ses fesses à Battiston, qui lui fracture les dents et tout. Voilà. Quand je l'ai vécu, mais comme si, je t'ai dit, j'avais pas moi, j'avais pas ça, je te l'ai dit depuis le début. Moi, dans ma tête, je vois l'équipe de France, je suivais même pas l'équipe d'Algérie. Moi, je suivais l'équipe de France, bien qu'après, il y a eu les Biloumi, les ci, les ça, la Madjer, il y a eu toute cette équipe-là. Mais quand j'allais même en Algérie, ils me branchaient. Ils me disaient, Platini, pas Platini, Maradona, pas Maradona. Ils préféraient Maradona, Platini. Alors, si ça avait été vraiment une haine contre le drapeau français, je m'y serais opposé. C'était symbolique. Ils rejetaient le drapeau de l'équipe de France comme le maillot de l'équipe de France, parce que la France, pour eux, avait rejeté l'Olympique de Marseille. Ouais. Et c'était les grandes instances du football français. Quel rapport? Après, qu'il y ait eu des incidents et qu'il y en a qui ont joué avec le drapeau français en faisant des doigts aux winners pendant certains matchs, oui, je l'ai vécu, ça. Mais je parle d'une autre catégorie de supporters. C'est ceux qui avaient le bomber noir, tu vois, qui se sont amusés à faire ça. Mais jamais, au bon Dieu, jamais on a eu la haine aussi bien contre la France que le drapeau français. C'est encore des inventions, et je vais te le dire, ça c'est clair et net. La presse parisienne, elle s'est délectée de diviser les supporters marseillais à travers moi, les winners, Tapi, tout ce qui était de Tapi était mauvais, Zeroual les représente Tapi, Tapi c'est la mauvaise graine, Zeroual Rachid automatiquement c'est la mauvaise graine, c'est celui qui leur a donné le pouvoir, c'est celui qui a mis en place Rachid Zeroual, alors que c'est faux. Tu vois, c'est encore des leurs qu'ils ont mis à la barbe et qu'ils alimentent au quotidien. Voilà, ils arrêtent pas. Et ils détournent les gens sur les réseaux et tout. Moi, je me dis, pauvre France. Mais ça me fait de la peine, ça fait même peur. Je me dis, merde, ils le voient pas, hein, ce qu'on revendique au quotidien et ce qu'on fait au quotidien. Après, comme je t'ai dit, je suis peut-être un peu fou, parce que quelque part j'y crois et je me dis, il y a eu tellement d'échecs à l'école à cause de cette passion qu'est le foot à travers les winners ou à travers l'OM, tu le prends comme tu veux, que quand Jules Citruc qui vient et me dit, Rachid, j'ai une idée mais elle n'est pas encore bien construite, il faut qu'on monte quelque chose, moi je veux prendre les millions des winners, on parlait de rattrapage, de ci, de ça, je lui ai dit, écoute, je te connais pas, on va se laisser le temps et tout, et ça a mis 1 an de discussion avec lui, et je lui ai dit, voilà, trouve un nom historique à la ville, propre à la ville et tout, je lui ai parlé de Prostis, Égyptis, tout ça, et c'est là où il a eu l'idée d'appeler le Protis Club son association, et depuis, c'est quelque part, pour moi, une revanche sur l'échec scolaire que beaucoup ont eu autour de moi. J'étais le plus heureux du monde de créer ça. Bien au contraire, j'ai des revanches à reprendre et je les mets en place. Qui peut faire ça s'il a la haine du pays dans lequel il vit ou du drapeau? Mais il faut être fou, quoi. Question que je voulais te poser, une des dernières questions que je voudrais te poser. Là, on va fêter, donc en 2016, McCourt arrive. Là, on est en 2026, on va fêter bientôt les 10 ans. De l'avenue de McCourt? Ouais. Avec écoute, le recul, tu en penses quoi si tu dois tirer le bilan, là? Comme quoi, les supporters marseillais, on essaye de faire croire tous les jours qu'on n'est pas patient. Oui, on l'est. On a eu 20 ans de patience avec Dreyfus. Tu trouves que c'est trop long? Je préfère peut-être la méthode McCourt qui n'a pas éjecté 3 tonnes d'argent pour se le faire voler comme il se l'est fait voler Dreyfus. Peut-être que c'est lui qui a la bonne méthode. C'est à voir, je regarde. Parce qu'il faut être fou de venir acheter l'Olympique de Marseille quand même, quand il y a des sous. Il faut être fou, mais il faut avoir des garanties, il faut avoir des gens qui t'assurent la sécurité de ton argent, pas ta propre sécurité, parce qu'il n'y arrivera jamais rien, mais la sécurité de son argent. Après, j'aimerais bien voir comment il gère. Ça, c'est mystère et boule de gomme chez moi. Mais bon, je préfère en rire, c'est pas mon pognon, c'est le sien. Rachid, dernière question, c'est une question que je pose systématiquement. Prochaine émission, j'invite qui à ta place? Qui tu nous recommandes?
Deschamps. Et tu me fileras le numéro. Oui, tu lui demanderas pourquoi il a fonctionné avec la presse parisienne pour laisser faire croire des choses dans son délire. Allez, Jeezy, enlève le côté qui s'appelle Rachid Zerwal. Honnêtement, qu'est-ce que tu as eu à lui reprocher? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je te jure que je lui poserai la question. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Réponds. Hein. Pourquoi est-ce que c'est vrai que tu as appelé les groupes de supporters, sauf lui, à part que les groupes, ils n'ont pas voulu prendre l'initiative, de la responsabilité sans Rachid, parce qu'on est solidaires entre nous et qu'on se tient informé, et couper la tête d'un Marseillais comme ça, dans Marseille, et une tête qui pèse lourd quand même, en rapport à ses fréquentations, même si... il n'en avait pas énormément, et tant que ce qu'on veut faire entendre, pour quelle raison il m'a mêlé à la sauce, quoi. Il aurait pu le faire sans moi. Promis, je lui pose comme ça. Ouais. Pareil. Et après, ce qu'il a fait aux autres équipes de France, m'en fous. Ouais. M'en fous, ils ont qu'à se défendre, je me suis défendu. Merci beaucoup, Rachid. De rien. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour l'émission avec Deschamps. Allez, bye, bonne chance. Santé même.